Voyons un peu l'état du monde à l'avènement de Philippe IV. Fils d'Henri III et petit-fils de Jean sans Terre, Édouard Ier monte sur le trône d'Angleterre en 1272. En face du règne de son père, secoué par deux guerres entre le roi et ses barons, celui d'Édouard se caractérise par de sérieux bouleversements. En 1283, il achève d'annexer le pays de Galles, qui devient alors une principauté possession du royaume d'Angleterre, une position qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Plus tard, il arbitre la crise de succession écossaise avant de décider d'envahir le pays. C'est en luttant contre lui que le célèbre chevalier écossais William Wallace gagne ses lettres de gloire. En 1260, l'empire mongol se divise en Oulous, des principautés gouvernées par les descendants de Genghis Khan qui tentent d'étendre les frontières de l'empire. On trouve alors le Oulou de la Horde d'Or, celui des Ilkhan, celui de Jagatai et celui du Grand Khan à l'est, dont le souverain, le fameux Kubilai Khan, annexe toute la Chine. À la fin du XIIIe siècle, l'empire subit 3 défaites qui mettent un terme à son extension. Face aux Mamelouks à l'ouest, au Japon à l'est et à Java au sud. L'empire mongol a atteint ses dimensions maximales. Nous avions laissé des États latins exsangues, prêts à céder devant les assauts du sultanat mamelouk. Seules 3 villes majeures étaient encore debout, Tripoli, Saint-Jean d'Acre et Tyr, ports stratégiques et lourdement fortifiés. En 1289, Tripoli cède et les Mamelouks peuvent se tourner vers la ville de Saint-Jean d'Acre qu'ils assiègent au matin du 5 avril 1291. La ville tombe le 28 mai et, face à ce désastre, la ville de Tyr est évacuée. C'en est alors fini des États latins d'Orient après presque 2 siècles d'existence. Les Templiers n'ont plus désormais de réelles raisons d'exister et, en vue d'une hypothétique nouvelle croisade, ils se consacrent à administrer et à faire fructifier les colossaux domaines fonciers qui leur ont été cédés. Ils deviennent alors les banquiers des rois, une position prestigieuse et très puissante qui finira par causer leur perte. Philippe est le 2e fils de Philippe III et de son épouse Isabelle d'Aragon. La mort de son frère Louis en bas âge fait de lui l'héritier de la couronne et il devient roi à 17 ans lorsque son père meurt à Perpignan. Il a été marié très tôt avec Jeanne Ier de Navarre et il a d'elle 4 enfants, Louis, Isabelle, Philippe et Charles. Philippe IV est roi de France de 1285 à 1314. Il est un roi à la renommée très variable, incontournable pour les historiens, qui voient en lui la continuité des réformes administratives et financières de Philippe Auguste, ainsi que la poursuite de la domination française en Europe qui avait cours sous Saint-Louis. On n'en parle presque jamais en cours d'histoire. Après Saint-Louis, le programme se rue sur la guerre de 100 ans. Il est pourtant à l'origine de très nombreuses réformes. Son règne a eu des répercussions dans toute l'Europe et il a le mérite d'être un roi riche en histoire. Passons vite fait sur son surnom principal, Philippe le Bel, qui veut simplement dire le beau, un joli compliment des chroniqueurs de l'époque comme on en a l'habitude. Mais Philippe n'est pas un roi si obscur que ça. En fait, il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent à travers l'œuvre qu'il a fait passer à la postérité auprès du grand public. Il s'agit de la saga des Rois Maudits, écrite par Maurice Druon entre les années 50 et 70 et qui a été adaptée avec grand succès à la télévision peu après. C'est d'ailleurs ce même Maurice Druon qui a popularisé l'autre surnom de Philippe, celui de roi de fer, rapport à son impassibilité déjà décrite par les chroniqueurs. Les rois, ce sont Philippe IV et ses descendants, maudits car ils sont morts à la suite sur le trône sans laisser d'héritier. Mais maudits par qui, me direz-vous? Selon la légende, par le grand maître du temple Jacques de Molay, au moment de mourir sur le bûcher. Dans cette épopée, qui suit l'extinction de la dynastie des Capétiens directs, Philippe IV tient le rôle principal dans le premier tome. Ah, et histoire de montrer à l'international la classe de la famille capétienne, il réussit à faire canoniser son grand-père Louis IX, qui devient le roi Saint-Louis. Le règne de Philippe IV peut se résumer en 3 axes qui s'enchevêtrent: la centralisation du pouvoir et l'administration de domaines toujours plus vastes, l'assainissement des finances et la lutte avec le pape pour assurer la liberté du souverain français vis-à-vis de l'Église. Voyons pour le territoire.
En 1297, il élève le comté de Bretagne au rang de duché pairie du royaume de France. Durant son règne, il est engagé dans 2 guerres, la guerre de Guyenne et la guerre de Flandre. La guerre de Guyenne, c'est un cas classique de rivalité franco-anglaise. Un gros duché en possession du roi d'Angleterre Édouard Ier qui, forcément, veut jouer les indépendants. Au fil du temps, des tensions apparaissent et la guerre éclate en 1294. Après quelques escarmouches, sièges et batailles rangées à l'avantage des Français, la guerre se solde par un statu quo par le traité de Paris en 1303, mais on peut déjà y lire les prémices de la guerre de 100 ans. La guerre de Flandre est aussi dirigée contre un vassal, le comte de Flandre Guy de Dampierre, qui rompt sa vassalité et qui compte sur Édouard Ier pour le soutenir dans sa révolte. Le comte se fait lâcher par Édouard, qui a d'autres chats à fouetter, et les villes flamandes, très riches et très puissantes, ne le soutiennent pas non plus. Le comté est facilement envahi par Philippe le Bel, qui met en place une nouvelle administration, et son cortège de taxes qui déplaisent fortement aux villes, qui finissent par entrer en révolte. En 1302, c'est le désastre pour la France, au cours de la bataille de Courtrai, dite bataille des Éperons d'or, durant laquelle les chevaliers français sont tirés à bas de leur monture et massacrés. En 1304, Philippe revient à la charge et la victoire de Mons-en-Pévèle lui permet de traiter avec les Flamands, ce qui ramène le comté dans l'autorité française. Et parlons-en de cette administration qui déplaît si fort aux Flamands. Dans la lignée de son ancêtre Philippe Auguste, Philippe le Bel cherche à rendre l'administration du royaume plus efficace et compétente. C'est pour cela qu'il la scinde en 3 corps qui ont chacun des rôles bien précis. Il y a la Chambre des comptes qui s'occupe des finances, le Parlement qui traite de la justice et enfin le Grand Conseil, un organe qui est chargé d'aider le roi dans le traitement des questions politiques. Pour faire fonctionner ces nouveaux organes, Philippe fait appel à de nombreux bourgeois et il s'entoure ainsi de juristes qui vont l'aider à gouverner et qui vont prendre place à son conseil, aux côtés des grands vassaux à qui ce rôle était traditionnellement dévolu. Il en va ainsi d'Enguerrand de Marigny, son plus puissant ministre, et de Guillaume de Nogaret, son garde des sceaux. Avec ça, le territoire est administré bien plus efficacement et l'impôt se collecte bien mieux. Et cet impôt est lourd, très lourd, pour faire face aux problèmes financiers que rencontre le pouvoir qui s'endette de plus en plus. Pour faire face au manque d'argent, 3 solutions. Augmenter l'impôt, dévaluer la monnaie en émettant de nouvelles pièces contenant en proportion moins de métal précieux, et s'occuper de ceux qui ont prêté à l'État. Ces créanciers sont les banquiers et marchands italiens à qui l'on demande de payer pour rester vivre en France et les juifs qui sont expulsés du royaume en 1306, ce qui permet de confisquer leurs biens et d'annuler les dettes que l'État a auprès d'eux. Les 3e créanciers sont les très riches templiers dont Philippe va s'occuper de manière plus radicale. En effet, le 13 octobre 1307, Philippe fait arrêter simultanément tous les templiers de France et leur intente le plus vaste procès que l'histoire ait connu jusqu'ici. Les aveux sont arrachés par la torture et la procédure dure plusieurs années. Le pape Clément V s'offusque de l'audace de Philippe, mais le roi gagne le bras de fer. Le pape prononce la dissolution de l'ordre, certains templiers sont brûlés et d'autres condamnés à la prison à vie. Le 11 mars 1314, le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, renie les aveux qu'il avait faits sous la torture et il est mené au bûcher le soir même. Par le procès des Templiers, Philippe le Bel affirme sa supériorité face au pape, une tâche à laquelle il s'est consacré durant tout son règne. Il a ainsi longtemps lutté avec Boniface VIII, qui voulait réaffirmer la soumission des rois au pape, une opposition complexe, fragmentée en de multiples conflits, qui a trouvé son point culminant avec l'attentat d'Anagni. Si la lutte continue avec les successeurs de Boniface, l'issue du procès des Templiers montre que c'est Philippe qui en est le vainqueur. Attardons-nous maintenant un brin sur la famille royale et commençons par voir l'état des 2 apanages que nous avions laissés au règne précédent. Le comté d'Artois, aux mains du comte Robert II, et l'Anjou et le Maine, en possession de Charles Ier de Sicile. Pour ces derniers, c'est facile. Charles Ier meurt en 1285 et tous ces territoires vont à son fils Charles. Pour l'Artois, c'est plus compliqué. Robert a 2 enfants, Philippe, qui lui-même a des descendants dont l'aîné masculin se nomme Robert, et Mao. En 1298, Philippe meurt et en cela, il précède son père qui est tué à Courtrai en 1302. Son comté revient à Mao, comtesse de Bourgogne par mariage. Devenu adulte, Robert conteste cet état de fait et réclame le comté. Au terme d'un procès, il est débouté par Philippe le Bel.
Philippe a par ailleurs un frère, Charles, qu'il fait à son couronnement comte d'Alençon et du Perche, et qui, par mariage avec la fille de Charles II de Sicile, devient comte d'Anjou et du Maine. Les fils de Philippe le Bel sont quant à eux tous mariés. Louis à Marguerite de Bourgogne, sœur du duc Eudes de Bourgogne, et Philippe et Charles ont épousé deux sœurs, Jeanne et Blanche, les filles de Mao. Isabelle, quant à elle, a épousé le fils et héritier d'Édouard Ier d'Angleterre, le futur Édouard II. Tout semble donc aller pour le mieux dans la famille royale, avec 3 fils mariés pour succéder à Philippe IV, lorsque, en 1314, l'année même de la mort du roi, éclate l'affaire de la tour de Nesle. Il s'agit d'une tour de Paris qui est la résidence de l'héritier Louis et de sa femme Marguerite. Cette année-là, on découvre que pendant plusieurs années, les belles-filles du roi, Blanche et Marguerite, y ont trompé leurs époux princiers avec 2 écuyers de la cour, les frères Gauthier et Philippe d'Aunay, tandis que Jeanne couvrait les amants. Le scandale est terrible et le châtiment sévère. Après avoir fourni des aveux complets sous la torture, les frères d'Aunay sont exécutés et les princesses sont punies. Blanche et Marguerite sont condamnées à la réclusion à vie, tandis que Jeanne est enfermée à la forteresse de Dourdan. En novembre 1314, au cours d'une chasse, Philippe le Bel tombe de cheval et entre dans un état d'inconscience que l'on pense aujourd'hui être dû à un AVC. Il est transporté au château de Fontainebleau et c'est là qu'il meurt après quelques semaines. Philippe IV meurt le 29 novembre 1314 à l'âge de 46 ans.